Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue aux 12 heures de ce 25 juillet à la une de l'actualité. L'importance du dialogue interreligieux et de la coopération culturelle dans l'établissement de la paix dans le monde, soulignée lors de la rencontre du président de la République, Ahmed Tebboune, avec le pape Léon XIV. La visite du chef de l'État au Vatican jette la lumière sur le legs universel d'Augustin d'Hippone, symbole mondial du vivre ensemble, et puise ses racines en Algérie. Et les détails tout à l'heure. Au plan ce matin sur le chercheur Kalim Bouchoucha, ingénieur algérien qui s'illustre aujourd'hui dans le domaine de l'aérospatial. Le fils d'Aoukas travaille sur le programme Artemis 2 de la NASA. Portrait dans ce journal. Discorde au sein du gouvernement français. Le ministre de l'Intérieur signe une nouvelle sortie polémique qui agace le président Macron. Ce dernier a annulé une rencontre prévue avec lui en signe de désaveu. Nous ferons le point sur les feux survenus dans les hauteurs de Jarrafra. La protection civile a déployé d'importants moyens pour en venir à bout. La situation est sous contrôle à Boudj-Bouarij, mais la vigilance reste de rigueur. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Tout d'abord, et dans le cadre de la visite officielle qu'il a effectuée en Italie, pays ami, le président de la République, Ahmed Tebboune, s'était rendu hier dans l'état de la Cité et du Vatican afin de rencontrer sa sainteté, le pape Léon XIV. Le président de la République a été accueilli à son arrivée par le régent de la maison pontificale qui l'a salué ainsi que les personnes venues l'accueillir. Le président de la République a par la suite été reçu au palais apostolique par le pape Léon XIV avec qui il s'est entretenu. Les discussions ont porté sur les relations bilatérales ainsi que les derniers développements sur la scène internationale. Les deux parties ont souligné l'importance du dialogue interreligieux et de la coopération culturelle dans l'établissement de la paix dans le monde. Et à l'occasion, le président de la République a offert au pape Léon XIV un souvenir représentant Saint-Augustin et une copie de la lettre de l'émir Abdelkader, fondateur de l'État algérien moderne, ainsi qu'une branche de l'olivier de Saint-Augustin qui remonte à plus de 20 siècles. De son côté, le pape Léon XIV a offert au président de la République une sculpture en guise de message de paix, ainsi qu'un ouvrage sur l'histoire du Vatican. Et cela avant de poser pour une photo souvenir. Le président de la République ainsi que la délégation qui l'accompagnait a par la suite rencontré les hauts dignitaires religieux au palais apostolique.
Un présent symbolique a été offert au président de la République provenant du musée du Vatican à l'occasion de cette visite qui reflète le caractère privilégié des relations liant l'Algérie au Vatican, marquées par la concordance des vues autour de l'engagement en faveur des causes justes et de la consécration des valeurs d'humanisme, de paix et de justice dans le monde. Le président de la République a par la suite visité le palais apostolique où des explications lui ont été fournies autour des plus importants sites qu'il renferme et sur son architecture unique. Et avant de quitter Rome pour se diriger vers le Vatican, le président de la République avait rencontré des membres de la communauté algérienne établie en Italie qui ont afflué de différentes régions de l'Italie pour lui souhaiter la bienvenue. Le président de la République a échangé avec eux dans une rencontre qui leur a permis de lui réaffirmer leur attachement à leur mère patrie. فرحة كبيرة للجالية الجزائرية المتواجدة في إيطاليا، ونشكر السيد الرئيس عبد المجيد تبون على هذه الزيارة. راهي فرحة كبيرة أني استقبلناه، والله هذا شيء يعني ما نقدروش نتصور الفرحة تاع الجالية الجزائرية الموجودة هون، يعني كبار وصغار، وإن شاء الله رانا فرحانين بالاتفاقات اللي داروها إن شاء الله مع السلطات الإيطالية. Voilà, c'est un très grand jour pour nous, la communauté algérienne en Italie. On est très fiers de notre président, surtout sur les accords signés avec le gouvernement italien. اليوم كامرأة جزائرية مقيمة بإيطاليا تقدم كأم وأخت وابنة بنت الجزائر، يشرفنا ياسر بحضور الرئيس عبد المجيد تبون اللي شرفنا اليوم، ولينا فرحة كبيرة اللي جاء واستقبل الجالية الجزائرية. نشكر سيادة وفخامة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بزيارته هنا إلى إيطاليا لتوقيع توقيع عقد شراكة ما بين إيطاليا والجزائر، وفي اهتمام خاص بالوثيقة اللي كنا متعينين عليها هي برخصة السياقة. ونشكر جزيل الشكر وتحية الجزائر ويحيى عميد تبون، الله يرحم الشهداء. Et la visite du président de la République en Italie, sa rencontre avec le pape Léon XIV, a jeté la lumière sur un patrimoine universel qui puise ses racines en Algérie. Le legs d'Augustin d'Hippone, le penseur et écrivain né à Soukharas et qui a laissé son empreinte dans le monde entier, un symbole de vivre ensemble et de dialogue des civilisations. Hanan Bourayouf, Malika Blel. C'est au IIIe siècle qu'émergea une figure marquante qui a profondément influencé la culture universelle, Aurelius Augustinus, plus connu sous le nom de Saint Augustin. Penseur, savant et philosophe de renommée mondiale, il naquit à Tagaste, aujourd'hui Soukharas, en l'an 354. D'une mère romaine, Monica, et d'un père numide nommé Patricius. L'Algérie antique, qui s'appelait alors la Numidie, était au centre de rayonnement culturel et civilisationnel. Ses travaux sont étudiés dans les plus grandes universités du monde et ses ouvrages ont été traduits dans plusieurs langues. L'héritage de Saint-Augustin, enfant de l'Algérie, continue de résonner dans les plus éminents cercles du savoir à travers le monde.
Saint-Augustin montre très tôt un esprit brillant et passionné par les sciences. Son parcours intellectuel a commencé en Algérie, où il étudia dans la première et la plus célèbre université d'Afrique, située à Mador, actuelle Mdarouche. Il poursuit ensuite son cursus à Carthage avant d'aller en Italie, où il obtint les plus hautes distinctions académiques à Milan et à Rome. Il y adopta la pensée néoplatoniste. Ce saint a grandi à l'ombre de ce même olivier. C'est dans cet environnement que cet enfant de Tagaste a puisé et développé son savoir. Il est ainsi devenu l'un des plus grands penseurs de l'humanité. Une référence intellectuelle dont la renommée a traversé les siècles. Sa pensée philosophique et théologique est reconnue et étudiée dans le monde entier. Que cela soit en Asie, en Europe, en Afrique ou encore sur le continent américain. Soqaras conserve encore aujourd'hui les traces de Saint-Augustin, témoin de son héritage spirituel et historique, tels que les ruines de Tagaste, la basilique Saint-Augustin, plusieurs institutions, rues, écoles et centres culturels portent son nom. Cette wilaya demeure ainsi un lieu emblématique de la mémoire augustinienne en Algérie et en Afrique du Nord. Énergie, signature de 4 mémorandums d'entente entre plusieurs filiales de la Sonatrach et des entreprises libyennes spécialisées dans différents segments. Elles concernent la physique, les puits et les tests en laboratoire, la formation et le transfert de connaissances. Cette signature fait partie d'un processus de coopération et de consultation visant à développer des partenariats stratégiques et durables par la Sonatrach. Rencontre à présent avec un jeune ingénieur algérien qui s'illustre aujourd'hui dans le domaine de l'aérospatial. Karim Bouchoucha s'engage définitivement sur la voie du succès en travaillant sur le programme Artemis 2 de la NASA. Il est aux manettes des télécommunications. Alors Hamouch l'a retrouvé là où tout a commencé, son quartier natal à Béjaïa. Tout commence ici, à Aouqas. C'est là qu'est né Karim Bouchoucha. Nous l'avons accompagné sur les pas de ses souvenirs. Il nous emmène chez lui. À quelques pas, le stade de son quartier. Ici, il venait jouer au football avec des copains, rêvant de trajectoire, un lieu ordinaire devenu symbolique pour cet ingénieur spatial. Donc plein de bons souvenirs, plein de bonnes choses dans cet endroit-là. Sur les hauteurs de la ville, cette rue est celle de son parcours scolaire, de l'école primaire au lycée. Salam alaikum, bonjour, ça va, bien. Karim a emprunté le même chemin durant des années, les bras chargés de livres et la tête pleine d'ambition. La période du lycée, c'était une période agréable pour moi. En fait, c'est là où on commence à se poser des questions, qu'est-ce qu'on veut faire, on essaie de se voir dans un profil particulier. En 2002, j'ai obtenu mon bac, voilà, j'étais dans ce lycée. Je sentais que j'avais bien travaillé quand même. Quelle filière? C'était sciences de la nature et de la vie, à l'époque, sciences naturelles et vie. J'étais classé 4e au lycée. Puis après, je me suis inscrit à l'INELECT Boumerdas, Université Boumerdas, Institut de génie électrique et électronique. Et puis il y a ce lieu, le Cap Taouqas, là où terre, mer et ciel se rencontrent. C'est ici que Karim nous parle de ses rêves d'enfant, de sa soif de savoir et de sa volonté de toujours aller plus loin, au-delà de l'horizon. En 2007, c'était l'atterrissage, enfin je me suis retrouvé en Floride aux États-Unis. Oui. Et à partir de là, j'ai dû refaire continuer et refaire certaines études, oui. Tout en travaillant des petits emplois. C'est en postulant au poste de travail, environ 70. Oui. Voilà, il y a eu cette réponse favorable.
Voilà, en discutant avec eux, faisant l'entretien, c'était vrai que c'était un travail au niveau du centre spatial Kennedy qui appartient à la NASA. En 2022, il y avait le premier lancement de Artemis 1. Je faisais partie de l'équipe qui a lancé Artemis 1. J'étais l'ingénieur responsable de télécommunications. Et voilà quoi, donc c'était quelque chose de particulier puisque le projet était en préparation 10 ans de cela. Donc au bout de 10 ans, il fallait lancer la première mission. Donc c'est quelque chose qu'on avait fait d'une manière remarquable. Aujourd'hui, il est à la tête d'une équipe d'ingénieurs et prépare la mission habitée Artemis 2 de l'agence spatiale américaine NASA, prévue pour 2026. Et son message est clair. Il faut rêver grand, rien n'est impossible. Il faut se donner les moyens, se dire, voilà, chaque matin, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Comment puis-je faire une différence? Comment puis-je avancer? Voilà, se donner toutes les chances et puis foncer, hein, tout est possible. Et ce communiqué où le ministère des Affaires étrangères a pris connaissance avec étonnement de la mesure prise pour entraver l'accès des agents accrédités de l'ambassade d'Algérie en France aux zones réservées des aéroports parisiens aux fins de prise en charge des valises diplomatiques. À la suite de cette mesure, le chargé d'affaires de l'ambassade de France en Algérie a été reçu au siège du ministère des Affaires étrangères afin de lui demander des clarifications à ce sujet. De même, le chargé d'affaires de l'ambassade d'Algérie en France a pris attache avec les services compétents du ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères. Les démarches entreprises tant à Alger qu'à Paris ont permis d'établir que la dite mesure a été prise par le ministère français de l'Intérieur à l'insu du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères dans l'opacité totale et sans la moindre notification officielle comme le veulent les règles élémentaires de la pratique diplomatique. Cette mesure constitue une atteinte grave au bon fonctionnement de la mission diplomatique algérienne en France ainsi qu'une violation manifeste des dispositions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, en particulier son article 27, alinéa 7. Cette disposition consacre explicitement le droit reconnu à toute mission diplomatique d'envoyer un de ses membres accrédités pour prendre livraison directement et librement de la valise diplomatique auprès du commandant de l'aéronef. Face à cette situation, l'Algérie a décidé d'appliquer avec rigueur et sans délai le principe de la réciprocité. Elle se réserve également le droit de recourir à toutes les voies légales appropriées, y compris la saisine des Nations Unies afin de faire valoir ses droits et d'assurer la protection de sa mission diplomatique en France. Le ministre français de l'Intérieur sème la discorde jusque dans les rangs du gouvernement français. En pleine tension avec la ligne à tenir face à l'Algérie, Retailleau signe une nouvelle sortie politique qui agace même l'Élysée. Le président français a d'ailleurs annulé une rencontre prévue avec lui en signe clair de désaveu. Walid Yousfi. Donc on a d'un côté la France qui s'engage autour de moi et on a de l'autre côté la France qui sent sauvage. D'un côté, la France des héros, et je vais vous dire de façon brute, de l'autre côté, la France des salauds. Encore une fois, Bruno Retailleau divise la France. Il persiste et signe dans cette voie de la discorde, allant jusqu'à la semer au sein du gouvernement français. Le locataire de la place Beauvau a multiplié les attaques contre le président français, exaspérant tout le camp présidentiel. Il a notamment décrété dans les colonnes de Valeurs actuelles la fin du macronisme et fustigé la diplomatie des bons sentiments à l'égard de l'Algérie. Une attaque de trop pour le président français qui a sèchement annulé une rencontre prévue avec Retailleau aujourd'hui, préférant déléguer au Premier ministre François Bayrou le soin de le recevoir. En coulisses, les tensions sont palpables. Le camp présidentiel réagit vivement. L'ancienne première ministre et actuelle ministre de l'Éducation, Elisabeth Borne, dénonce une tentative de division du socle commun, appelant à un respect mutuel pour agir ensemble afin de ne pas affaiblir les remparts contre les extrêmes. Derrière ce clash, c'est une ligne idéologique qui se dessine, une droite extrême qui tente d'imposer une vision sécuritaire et nationaliste, souvent teintée d'un discours haineux et décomplexé envers l'Algérie. Une stratégie électoraliste qui fracture l'exécutif et jette une ombre sur les relations franco-algériennes.
Alors que la France affronte des défis majeurs, cette offensive anti-algérienne portée par Retailleau fait partie d'une politique bien tracée pour récupérer l'électorat de la droite et de l'extrême droite pour 2027. À Raza, la guerre d'extermination menée par l'entité sioniste continue de faire des dizaines de morts palestiniens quotidiennement. Au-delà des bombardements, le blocus volontaire imposé sur l'enclave affame la population palestinienne et un quart des enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition, dénonce Médecins sans frontières, qui affirme que l'utilisation délibérée de la faim comme arme de guerre par l'occupant israélien à Raza atteint des niveaux sans précédent. Le point avec notre correspondant Wissam Abou Zaïd. Commentaire de Majda Jahmoun. La malnutrition atteint des niveaux alarmants dans la bande de Gaza. Plus d'1 million d'enfants font les frais d'une famine et d'une malnutrition croissante, avec un nombre de décès qui augmente de jour en jour. La malnutrition chez les enfants et les adultes à Gaza est due à une insuffisance alimentaire et nutritionnelle et à un accès limité aux services essentiels de survie, notamment à l'eau, l'assainissement et l'hygiène et aux soins de santé qui sont tous gravement compromis dans le contexte actuel. Dans ces conditions, les hôpitaux font face à un déferlement de patients souffrant de malnutrition. L'impact de la pénurie alimentaire n'épargne pas non plus les femmes enceintes et allaitantes. Il n'y a ni médicaments, ni soins, ni intervention chirurgicale. Il n'y a rien du tout. Ma cousine a saigné jusqu'à la mort. C'est horrible tout ce qui nous arrive. Nous n'avons rien à nous mettre sous la dent ou à donner à nos enfants qui meurent de faim. Nous mourrons tous les jours de cette souffrance et de voir nos enfants affamés. Nous ne pouvons même pas leur assurer un petit bout de pain. Plusieurs de nos collègues succombent en travaillant, ils perdent conscience à cause de la fatigue et de la faim. Certains d'entre eux se rendent à l'hôpital, le ventre vide depuis 2 jours. Seuls 18 des 36 hôpitaux de l'enclave palestinienne sont partiellement opérationnels. Sur 163 établissements de santé, moins de 40% sont aptes à délivrer des soins. Les blessés attendent des heures, parfois des jours, sans être pris en charge. Les médecins, épuisés, manquent de tout. Cela fait plus de 2 jours que j'attends à la porte du bloc opératoire. Cela fait 2 jours que je saigne et que j'attends qu'une salle d'opération soit disponible pour me soigner. Les médecins sont épuisés et ne parviennent plus à soigner les patients. Ils ont faim et ont besoin de repos. Les enfants, quant à eux, arrivent ici en vie, mais ils saignent tellement qu'ils meurent. Sous les regards du monde entier, l'entité sioniste orchestre une catastrophe humanitaire à ciel ouvert dans l'impunité la plus totale. Les travailleurs marocains surexploités, c'est en tout cas ce que révèle un rapport de la plateforme Remote spécialisée dans l'emploi à distance. Le Maroc se classe 51e sur 60 pays avec un déséquilibre alarmant entre heures de travail et qualité de vie. Les salariés marocains effectuent en moyenne 44 heures par semaine, l'un des taux les plus élevés au monde. Ils ne bénéficient pas d'une rémunération équitable et ont seulement 15 jours de congés payés annuels. Retour en Algérie où les efforts se poursuivent pour éteindre les feux survenus avant-hier entre Boujbali et Béjaïa. Plusieurs foyers d'incendie se sont déclenchés dans les hauteurs de la région de Jarafra et la protection civile a déployé d'importants moyens pour en venir à bout. La situation est sous contrôle, mais la vigilance reste de rigueur. Abdeljabar Ben Yahya et Ramzi Mohamedi. Les forêts de Tenit al-Nasr sur les hauteurs de la wilaya de Borj Barij sous l'emprise des flammes menaçant de s'étendre vers les localités avoisinantes. La vitesse du vent qui dépasse les 50 km/h et la végétation dense compliquent encore plus la situation et aident à la propagation rapide des feux vers les régions avoisinantes. Il s'agit de la plus grande intervention depuis le début de l'été où 10 avions de lutte contre les incendies ont été déployés pour venir à bout des différents foyers avant qu'ils n'atteignent les villages. Les soldats du feu ont lutté contre les flammes toute la nuit.
La protection civile a mobilisé de gros moyens humains et matériels, à commencer par les unités d'intervention des wilayas de Borj Bouarerij et de Béjaïa, ainsi que l'envoi de colonnes mobiles et des unités d'appui de la wilaya de Msila, et la participation d'unités régionales venant de Bouira et de Sétif. L'opération qui consiste à éteindre les feux se poursuit. Il est 1h30 du matin et on continuera jusqu'à ce qu'on arrive à bout de cet incendie. Un centre de commandement opérationnel en place pour coordonner l'activité de lutte des différentes unités, assisté d'éléments de l'armée nationale populaire et de citoyens qui ont contribué à l'évacuation des habitants des villages situés dans le voisinage du sinistre, et aucune perte humaine n'a été déplorée. C'est donc vigilant. Du sport pour terminer avec le retour de la Coupe d'Algérie de voile. La compétition a regroupé plus de 160 participants qui se sont disputés le podium. Une course réussie, un bon niveau selon les spécialistes, et ce malgré les conditions météorologiques. Compte rendu de Sidi Ahmed Bouraïb. Environ 160 athlètes représentant 22 clubs ont pris part à cet événement qui revient après plusieurs années d'absence. Je suis content pour cette compétition, que ça ne s'est pas déroulé depuis des années. Donc c'est une compétition qui a vu toutes les séries confondues. Donc la participation de plus de 160 athlètes, plus de 8 ligues. Donc c'est pas donné. Donc alhamdoulilah. Voilà. Je suis très satisfait, même pour le niveau côté organisationnel, au côté technique. Alhamdoulilah, ça s'est très bien passé. Voilà, on a eu 22 clubs qui ont participé à cette compétition, 160 athlètes sur plusieurs supports, l'Optimiste, l'ILCA, l'ancien laser, c'est une série olympique, et la planche à voile Big Techno. Le niveau général des athlètes il a été bon. Là, les conditions météorologiques. Comme il y avait beaucoup de vent, on n'avait pas beaucoup d'abandon des athlètes, donc le niveau était assez bon. 80% des athlètes, ils ont pu terminer toutes les courses des conditions vraiment très très difficiles. Plusieurs clubs se sont distingués à l'instar de ceux issus d'Alger et de Béjaïa. مع الأول ما كانش كان بزاف الراح بصح تضابطه هذه هي و دوزيام مونش كان الراح لي كونديسيون كانوا ملاح وخدمت في كاع لي مونش والحمد لله. ما كانش كاين بوكو دو فون كينا كان بتيطون كينا دي راح دخلونا بصح خدمنا الحمد لله. Donc في هذه لا كومبيتيسيون جاز تري تري بيان نافيغينا في كاع لي طون بريسك نافيغينا في الغرو طون والبتي طون ايغالمون في الميديوم دونك الحمد لله وكان اتير وفي الماء لو ستاف ايتي بيان ولي زاتليت كنا كاع بيان. لا كومبيتيسيون كانت سوبر بيان. كان كاين نيفو تاع لي زاتليت بوكو داتليت جازت مليح لي مونش درنا بوكو دو مونش ميم لي موان تاع الريح كانوا كاع لي موان تما كان كاين الريح كان كاين شويه وكان كاين بتيطون وين مدت لا شونس كاع الناس باش يخدموا. Un rendez-vous réussi pour l'un des événements sportifs les plus en vue. Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente journée sur Canal Algérie.